Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Book, auteur du livre Localisation, comment choisir un emplacement viable pour son domicile. Aujourd'hui, j'aimerais faire la critique constructive d'un concept qui est de plus en plus en vogue, de plus en plus souhaité par les gens, qui est le concept de ferme autonome, de micro-ferme, de ferme en permaculture, de même base autonome durable rurale. Alors, ce concept est de plus en plus développé, notamment parce que c'est la promesse de la liberté. C'est la promesse que vous allez pouvoir vivre sur votre terrain de quelques hectares en pouvant produire tout ce dont vous avez besoin, en pouvant réparer tout ce que vous possédez par des matériaux locaux, low-tech, on va dire. Donc, évidemment, dans ces temps de crise économique, de pollution, de manque de sens à cause du travail salarié en bureau, et maintenant avec toutes ces histoires de confinement et de passeport sanitaire quand vous allez vouloir vous déplacer entre l'Auvergne et le Limousin, forcément avoir plusieurs hectares à soi sur lesquels on peut faire son projet tranquillement dans son coin, ça fait rêver. Alors aujourd'hui, le but ça ne va pas être de casser ce concept, de briser vos rêves, de vous miner le moral, ça va être simplement de faire la critique du concept. Une critique constructive est utile pour pouvoir progresser, pour pouvoir affiner son projet. Si vous ne voyez que les aspects positifs d'un projet, eh bien vous allez occulter par religion les aspects négatifs, et ces aspects négatifs, s'ils sont réels, vont revenir vers vous à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça notamment qu'on voit qu'il y a des échecs. Il y a des gens qui tentent de s'implanter à la campagne et qui échouent parce qu'il y a trop de différence entre ce qu'ils espéraient et la réalité. Donc mon travail, c'est notamment de l'aide à la décision, c'est de vous fournir les plus, les moins, les avantages, les inconvénients d'une solution, d'un concept pour que vous puissiez faire votre choix le mieux possible, le plus précisément possible, afin que votre projet réussisse. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que votre projet de localisation réussisse. Donc aujourd'hui, je vais apporter 5 arguments, 5 éléments pour analyser ce concept donc de micro-ferme et montrer qu'il y a des faiblesses. Et ces faiblesses sont à considérer évidemment à l'avance pour ne pas que vous soyez pris au piège dans votre ferme, mettons que vous voulez restaurer, vous vous êtes endetté pour les travaux, pour l'acquisition, pour le terrain, et vous êtes prisonnier d'une situation où vous ne pouvez plus vous en sortir. Et Dieu sait que dans l'immobilier, il faut vraiment faire très attention, parce que quand on est prisonnier de l'immobilier, ça dure très longtemps, il y a beaucoup d'effets sur les couples, donc c'est pénible, voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous puissiez affiner votre projet de ferme autonome, de base autonome durable rurale, pour que vous puissiez choisir le meilleur type de ferme, de micro-ferme, la meilleure configuration, la meilleure surface à adopter. Alors la critique que je vais faire aujourd'hui, la critique constructive, c'est sur ce concept de ferme sur plusieurs hectares. On parle vraiment d'avoir même des forêts, d'avoir tout ce qu'il nous faut, un élevage, pour être autonome à 100% et voire dégager un surplus qu'on va pouvoir vendre localement. On parle vraiment du concept pur d'autonomie totale, qui bien sûr est atteint selon plusieurs degrés dans la vie réelle, mais là je vais vraiment me focaliser sur cet aspect 100% autonome. Alors rentrons dans le vif du sujet. Le premier point auquel il faut penser, c'est la résilience. Alors paradoxalement, votre résilience à la campagne pourra être moins forte que votre résilience en ville. Je m'explique. À la campagne, quand vous allez vouloir vous implanter dans votre ferme, quand vous allez commencer votre projet, donc vous allez chercher les annonces, vous allez trouver un terrain, vous allez vous implanter, et il y a 95% de chances qu'il n'y ait personne dans cet endroit que vous connaissiez, et que vos proches soient à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un système naturel de ferme avec des animaux, avec des plantes, avec des arbres qui poussent dans tous les sens à entretenir,
et que vous êtes seul, et qu'il vous arrive un pépin de santé, que vous ne pouvez plus travailler à votre ferme pendant 1 mois, pendant 2 mois, qui va s'occuper de la ferme? Qui va venir vous aider? Qui va savoir faire ce que vous savez faire? Est-ce que c'est grave si vous loupez la saison des semis et que vous pouvez donc rien récolter cette année-là? Est-ce que vous allez survivre à ce manque donc, de récolte? Alors c'est vrai que dans le temps, donc même il y a 50 ans, les micro-fermes, il y avait une vraie vie de village, il y avait une vraie vie à la campagne, les gens se connaissaient, il y avait un vrai réseau, vous pouviez vendre vos productions comme ça de manière informelle, il y avait une vraie résilience, il y avait un vrai réseau. Mais si actuellement vous vous installez dans un endroit que vous ne connaissez pas et là où vous connaissez personne, et que personne ne vous rejoint, ce qui sera sûrement le cas, puisque souvent les projets de ferme autonome sont des projets originaux, et que pas beaucoup de gens ont. Hein. La plupart des gens rêvent d'un pavillon, pas d'une ferme autonome. Donc vous allez être tout seul. Est-ce que vous allez supporter d'être tout seul avec votre famille? Et est-ce que ça va marcher dans le fonctionnement, dans la main-d'œuvre qui est nécessaire pour faire tourner votre ferme? Voilà. C'est là le point que je voudrais apporter. Vous n'allez pas avoir probablement de soutien proche, de réseau proche, ou alors ce sont des gens qui devront venir en véhicule. Donc là, évidemment, au niveau résilience, on est à 0. Deuxième argument, la dépendance à la voiture. Donc, pour être autonome, en tout, il faut avoir plusieurs hectares de terrain, notamment de bois. Pour avoir plusieurs hectares, il faut avoir des terrains pas chers. Et pour avoir des terrains pas chers, il faut s'éloigner des centres économiques. Vous imaginez bien que si demain il y avait un terrain énorme qui se libérait près d'une ville, eh bien, il serait immédiatement acheté pour être découpé en parcelles et vendu. Pour faire des pavillons, pour faire des entreprises, pour faire des magasins. Donc les seuls terrains que vous pouvez acquérir qui sont à bas prix, ce sont les terrains dont personne ne veut, parce qu'on ne peut pas faire de projet commercial, industriel, résidentiel ici. Donc c'est les terrains les plus éloignés. Donc au mieux, vous allez vivre dans un hameau de 100, 200, 300 personnes. Il n'y aura pas forcément d'école. Et donc les premières infrastructures, les premières écoles, les premiers professionnels de santé que vous allez trouver vont être à plusieurs kilomètres. Donc vous allez, par manque de transport en commun, devoir les rejoindre en voiture. Ce qui fait que vous allez être, en vivant à la campagne, isolé, plus dépendant à la voiture que quelqu'un qui vit en ville. Donc vous allez vraiment regarder le prix à la pompe. Et dès que ça va monter un peu, vous allez paniquer parce que comment est-ce que vous allez faire pour aller travailler? Comment est-ce que vous allez faire pour emmener vos enfants à l'école? Comment est-ce que vous allez faire pour aller voir le médecin? Voilà. Comment est-ce que vous allez vivre votre vie de tous les jours? Et aussi si votre voiture tombe en panne, notamment les voitures actuelles qui sont de plus en plus technologiques, si le premier garage de votre marque, parce qu'il n'y a que lui qui peut être utilisé pour réparer votre voiture parce qu'il y a un logiciel spécial que seul ce garage-là peut lire, si ce garage est à 75 km, comment est-ce que vous allez y aller? Alors vous pouvez vous faire dépanner, mais ça va prendre du temps, etc. Il faut revenir. Bon bref, c'est une organisation qui est compliquée et dont la voiture est un élément central. Donc c'est là le paradoxe, c'est que on veut être autonome sur tous les points possibles, sur l'eau, la nourriture, l'énergie, tous les trucs possibles et imaginables, mais on a cette espèce d'éléphant au milieu qui est la voiture et dont on ne peut pas se passer, et dont on est ultra dépendant. Et la dépendance à la voiture est une des pires dépendances. Certes, quand on vit en ville, on est dépendant au réseau d'approvisionnement en eau, par exemple, on pourrait penser. Mais si on analyse bien, si on a choisi une ville, si on a choisi la bonne ville, une ville ancienne qui est traversée par un cours d'eau, la probabilité que le cours d'eau s'assèche, que les nappes phréatiques soient vides, qu'on ne puisse plus faire venir de l'eau en camion, citerne ou alors en palette de bouteilles d'eau, cette probabilité donc que vous manquiez d'eau parce que vous êtes en ville est quand même très 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 faible. Il faudrait pour ça avoir des conflits de guerre absolument énormes. Et pourtant, quand on est en ferme autonome, l'eau est un élément essentiel qu'on veut sécuriser à tout prix. Donc pourquoi placer une importance très forte sur la sécurisation de l'approvisionnement en eau alors que celui-ci est quasiment assuré en ville?
et considérer la dépendance à la voiture comme quelque chose de normal parce qu'on vit à la campagne et que c'est comme ça. Voilà. C'est là un peu le paradoxe que je voudrais pointer. Alors certes, il y a les voitures électriques, certes, il y a les vélos, les mobylettes, mais c'est pas des solutions qui ont fait leur preuve, vraiment. Donc pour l'instant, c'est la voiture à carburant thermique qui est utilisée. Et donc, quelle va être la conséquence de cette dépendance sur votre projet? C'est à ça qu'il faudrait réfléchir. Le troisième point, c'est celui de la perte de votre spécialisation. Alors, là, on rentre un peu dans la philosophie, mais quand on veut être autonome, on veut maîtriser donc l'approvisionnement et la création de valeur, enfin pouvoir survivre au quotidien nous-mêmes. On veut pouvoir faire ça nous-mêmes. Ça implique avoir des connaissances pour faire un jardin, pour faire des meubles, pour réparer un engin. Il faut des connaissances spécifiques. Vous ne pourrez pas acquérir toutes les connaissances nécessaires pour tout faire bien. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir vous spécialiser dans un domaine particulier. Vous allez devoir être moyen en tout au mieux. Et donc vous allez en fait perdre cet attribut de spécialisation qui fait la force des sociétés humaines. Parce que, alors vous pouvez garder votre travail salarié à côté, mais est-ce que vous imaginez vraiment travailler de 7h à 17h, de rentrer à 18h parce que vous avez une heure de route, et entre 18h et 21h, accomplir tout le travail, et pendant le week-end, accomplir tout le travail nécessaire à la vie d'une micro-ferme de plusieurs hectares? Je sais pas. Il faut se rappeler que dans le temps, les anciens avaient aussi des fermes qui faisaient cette taille-là, et c'était leur activité quotidienne. Donc, en termes de capacité de temps, le fait d'acquérir les connaissances, de pratiquer, d'apprendre de ses erreurs, et de faire tout fonctionner, ça demande énormément de temps. Donc peut-être que vous allez devoir abandonner votre job salarié, et dans ce cas-là, vous allez devenir quelqu'un qui va être moyen en tout. Vous allez plus savoir faire quelque chose qui va être vendable. C'est ça en fait le point que je voudrais amener, et ça renvoie à au fait de sortir de la société humaine dans laquelle on vit. Qu'on le veuille ou non, la force de la société humaine et des sociétés humaines, c'est que chaque individu se spécialise dans un domaine, et que quand les gens s'entendent bien entre eux, et que c'est fluide et qu'il y a de la confiance, les gens s'échangent ces compétences-là. Ce qui fait que vous avez un charpentier qui sait exactement comment faire une charpente. Ça va pas être de l'à peu près. Donc il va faire un travail de qualité. Et quand tout le monde est spécialisé, tout le monde profite de l'expérience de tout le monde. Donc dans un monde où on n'aurait que des gens qui seraient autonomistes, qui voudraient sécuriser leur approvisionnement en tout, et qui voudraient ne dépendre de personne, eh bien on aurait automatiquement des gens qui seraient moyens en tout. C'est impossible d'être spécialisé et expert dans un domaine, et en fait d'être un professionnel dans un domaine, quand on veut maîtriser 15 domaines différents. Et là je vais encore pousser la réflexion plus loin en disant, si demain le pays devenait un pays de gens autonomes, le pays n'aurait plus aucune puissance. Parce que plus personne ne serait expert dans la fabrication d'équipements militaires, dans la fabrication de produits qu'on peut exporter, donc qu'on peut échanger contre d'autres produits. Voilà, il n'y aurait plus de gens, il n'y aurait plus d'entreprises, parce que les gens ne seraient pas spécialisés. On n'aurait que des gens qui seraient comme ça éparpillés sur le territoire, dans leur petit carré, et qui essaieraient de vivoter. Voilà. Donc c'est pour ça que le projet de pays autonome, où c'est chaque personne qui est autonome, est utopiste. Ça ne peut pas fonctionner. Vous revenez à une société quasi médiévale. La force des sociétés technologiques actuelles, c'est la spécialisation. Donc ça, c'est à l'échelle du pays. À la rigueur, on peut dire, bon, ça ne nous intéresse pas. Mais à l'échelle individuelle, c'est un peu les mêmes mécanismes. Vous allez perdre votre expérience dans un domaine particulier. Alors certes, vous allez acquérir énormément d'expériences dans d'autres domaines, qui pourront même vous servir pour acquérir plus vite d'autres expériences. Mais au fond, quand vous voulez être recruté après 10 ans d'autonomie, par exemple, quel recruteur va trouver ça comme une bonne expérience? Parce que vous allez avoir perdu votre job, vos compétences d'origine. Mon point ici, c'est jusqu'à quel point est-ce que le travail à la ferme
Et l'expérience du travail à la ferme va vous faire perdre votre spécialisation, votre valeur ajoutée, vos compétences. Et ces compétences sont précieuses. Ce sont ces compétences qui font survivre les gens. Quelque part, la personne qui serait l'ultime survivaliste, ça serait quelqu'un qui serait un médecin très très compétent qui pourrait soigner les gens simplement en les manipulant ou en leur donnant des herbes naturelles, quoi. Là, on est face à un niveau de survivalisme qui est très très élevé parce qu'il y aura toujours besoin de gens pour soigner les autres personnes. Donc, le métier que vous faites est extrêmement important dans le choix de votre résilience. Et même en cas d'effondrement, de perte de la normalité, les besoins des gens sont les mêmes qu'actuellement. Les vrais besoins, je ne parle pas des besoins de spectacle, je parle des besoins vraiment qui vous font survivre, quoi. La santé, la nourriture, voilà, la construction, la réparation, la défense, tout ça, ce sont des domaines clés qui auront toujours besoin de professionnels spécialisés pour les faire tourner. Et j'aimerais que vous répondiez à une question que vous allez vous poser à vous-même, c'est: est-ce que vous voulez devenir paysan? Est-ce que vous voulez produire plus de nourriture que vous avez besoin et donc que vous pensez la vendre pour vous en sortir? Alors si la réponse est oui, ça veut dire que vous voulez pas être autonome, vous voulez devenir un paysan. C'est un changement de métier, c'est une reconversion. Et donc là, vous devez vous intéresser à ce qui se fait dans le monde paysan. Et d'ailleurs, les critères de localisation sont un peu différents parce que le terrain va être pas pareil. Si vous voulez devenir paysan, c'est-à-dire vivre d'un échange de nourriture, ça implique des compétences bien précises, ça implique des statuts juridiques bien précis. Et je vous invite à regarder comment se porte le monde paysan actuellement. D'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que j'ai vu des reportages où on voyait vraiment les paysans français endettés jusqu'au cou parce que les exploitations sont extrêmement chères et que les gens doivent s'endetter sur 30-40 ans pour les acheter. Sauf que les prix n'étaient pas garantis ou en tout cas assez hauts. La production était trop faible et donc il y avait un effet coupe-gorge qui d'ailleurs peut se finir dans certains cas par la personne décide de partir, quoi. Donc si vous voulez devenir paysan, c'est vraiment un projet spécifique à part, c'est un peu un projet différent que celui d'être un salarié qui travaille sur son autonomie à côté. Et donc dans ce cas-là, je vous invite à vraiment vous focaliser sur ce point-là. Si vous ne voulez pas être un paysan, alors de quoi est-ce que vous avez vraiment besoin? Vous n'avez pas forcément besoin de... Quelle est la limite d'autonomie que vous pouvez vous permettre? Eh bien, cette limite, si vous ne voulez pas de paysan, c'est vous ne pourrez faire des choses tant que cela ne nuit pas à votre spécialisation d'origine. Donc tant que vous avez la patate, l'énergie, le temps pour faire des activités d'autonomie, par exemple un potager, de légumes, eh bien ça va. Mais si vous voulez faire un potager, plus un verger, plus de l'autoconstruction en paille, plus de l'élevage, et que vous voyez que ça ne marche pas au niveau temps avec votre job d'origine, attention, vous devrez limiter. Et vous ne devrez faire que ce que vous pouvez vous permettre de faire, pas plus. Sinon vous allez, on en revient encore au sujet, perdre votre spécialisation. Argument numéro 4, la répartition des risques. Quand vous avez une ferme autonome sur plusieurs hectares, ça va vous coûter assez cher et vous allez probablement vous endetter, vous n'allez avoir que ce bien à disposition, vous n'allez pas pouvoir avoir de biens. Et donc ça implique que tous les risques seront concentrés à un endroit. Donc si demain quelque chose se passe qui fait que votre localisation ne devient plus vivable, vous serez pris au piège parce que vous ne pourrez pas partir facilement et vous n'aurez nulle part où aller parce que vous aurez concentré tous vos efforts dans cet endroit précis. Donc je prends des exemples précis. Si par exemple il y a une usine polluante qui s'installe à proximité, si les autorités décident de faire une autoroute ou une voie de chemin de fer passant au milieu de chez vous, si l'école du village d'à côté ferme et que vous devez faire 20 km pour trouver une autre école. Voilà des petits événements quelque part au niveau d'un pays qui sont pas des effondrements mais qui à votre niveau vous impactent énormément.
comment est-ce que vous allez gérer ça si vous avez concentré tous vos efforts dans le même panier? Notamment les micro-fermes, vous passez énormément de temps sur votre terrain pour comprendre comment votre terrain fonctionne au niveau des flux d'air, d'eau, le type de terre, où est-ce que vous devez implanter vos arbres, votre potager, etc. Ça prend plusieurs saisons. Il faut observer tout ça sur une grande durée. Donc, si vous perdez cette expérience parce que voilà, y a un projet nouveau qui arrive et que vous ne pouvez plus habiter là, eh bien, ça représente une perte énorme pour vous. Donc, c'est pour ça que la localisation de votre ferme est une étape cruciale, importante, et vous devez travailler dessus avant d'acheter. C'est pas une fois qu'on est sur l'endroit qu'on doit se rendre compte des problèmes qu'on ne pourra pas résoudre. Il faut le faire en avant. Même si c'est pénible parce qu'on a parfois un coup de cœur, on a envie d'aller à un endroit, il faut savoir se retirer et prendre la liste des critères, la checklist, et regarder un par un ce qui va pas, pour avoir vraiment une vision la plus précise possible de la réalité, pour ne pas avoir de surprise et que le projet fonctionne. Le cinquième et dernier argument que je voudrais ici partager avec vous, c'est le délaissement des campagnes françaises par les services publics. Donc c'est un phénomène qui est en cours depuis des décennies. Tous les services publics dans les campagnes ferment les uns après les autres, que ce soit les postes, les polices, les pompiers, les écoles, les cabinets de médecins. Tout ça vraiment se raréfie, se concentre dans les grandes villes, et ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir vivre au quotidien dans les campagnes. Donc c'est une tendance de fond qui est là depuis plusieurs décennies et qui ne risque pas de s'inverser pour l'instant, au vu de la démographie des campagnes qui est de plus en plus faible et qui abrite aujourd'hui des gens qui sont quand même âgés, et donc les entreprises et les pouvoirs publics ne veulent pas investir dans ces endroits-là. Ce qui se comprend d'un point de vue économique pur. Et le mouvement néo-rural ne va pas être suffisant, en tout cas pour l'instant, pour repeupler les campagnes vraiment. C'est pas du tout suffisant en termes de nombre pour créer vraiment pour inverser la tendance, et le fait que les gens que les services publics remettent des écoles, remettent des services, etc. Les campagnes vont continuer à être délaissées par les services publics, malheureusement. Autre remarque par rapport au gouvernement, si demain il y avait un effondrement économique terrible, et que par exemple le prix du pétrole faisait x20, et que l'agriculture mécanisée n'était plus rentable, parce que les produits phytosanitaires, parce que les tracteurs étaient hors de coût, et qu'on avait un fort chômage. L'idée que pourrait avoir le gouvernement, c'est d'utiliser ces chômeurs, d'utiliser cette main-d'œuvre qui ne sait pas quoi faire, les envoyer à la campagne, les envoyer repeupler la campagne pour travailler dans les champs. Donc vous auriez du jour au lendemain des millions de petites mains qui emménageraient à la campagne. Alors certes, ça ferait revivre d'une certaine manière les villages, mais pensez aussi à qui est-ce qui serait envoyé dans les campagnes. Donc est-ce que quelque part cet afflux soudain de millions de gens ne créerait pas quelques troubles dans les campagnes? On peut le redouter. Et enfin, il y a une insécurité qui est réelle dans les campagnes, qui est de plus en plus présente et qui pourrit la vie notamment des agriculteurs. Alors là, je voudrais juste lire un passage très court d'un article sur un agriculteur, Jean-Louis Leroux, mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire. Jean-Louis Leroux a finalement été remis en liberté ce jeudi après-midi. Cet agriculteur aurait tiré sur un voleur présumé de carburant avec un fusil de chasse. Près de 600 agriculteurs avaient manifesté ce jeudi matin à Reims pour demander sa libération. Alors déjà, 600 personnes qui se mobilisent pour que leurs confrères soient libérés, ça montre que c'est un mouvement d'ampleur qui touche l'intégralité du monde paysan. C'est pas simplement l'histoire d'un paysan dans ce cas précis. Excédé par des vols à répétition dans sa propriété de la Marne, Jean-Louis Leroux aurait craqué. Il aurait tiré au fusil de chasse sur un voleur de carburant présumé âgé de 19 ans dans la nuit du 31 janvier au 1er février dernier. Victime d'une quarantaine de vols rien qu'en 2019. Sur son exploitation d'Ambrières, l'agriculteur de 46 ans avait tiré au fusil à plomb sur un groupe de voleurs présumés, blessant grièvement au ventre la victime, un homme appartenant à la communauté des gens du voyage qui est aujourd'hui toujours dans le coma selon son avocat.
Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, cet agriculteur a subi en une année 40 vols. C'est-à-dire une quasiment toutes les semaines. Il y a des gens actuellement qui sont traumatisés parce qu'ils se font cambrioler une fois, peut-être deux fois, leur appartement ou leur bien, comme ça dans la rue. Imaginez vous faire cambrioler une fois toutes les semaines. C'est ce qui est arrivé à cet agriculteur. Donc visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de la justice. Jean-Louis Leroux incarne ce que tout le monde vit dans l'agriculture et la viticulture, expliquait Hervé Laby, président de la FDSEA de la Marne, qui vient de lancer une cagnotte en ligne pour aider le suspect et sa famille. Alors le suspect, pas le voleur, celui qui s'est défendu face au voleur. Voilà, alors là j'aimerais particulièrement que les gens qui ne considèrent pas le critère de l'insécurité se penchent sur l'histoire de cet agriculteur et se posent la question, est-ce que quelque part ces 600 personnes qui ont manifesté par solidarité sont victimes de sentiments d'insécurité? Est-ce qu'ils n'exagèrent pas? Est-ce qu'ils ne voudraient pas faire monter une tension? Voilà. Est-ce qu'ils disent des conneries au final? J'aimerais vraiment que les gens qui dénigrent l'insécurité, qui dénigrent les faits qui sont présentés, parfois je vois dans les commentaires, des gens qui sont choqués parce que telle donnée a été prise en compte. Et oui, mais le but c'est pas de se faire voler 40 fois par an. Le but c'est de pouvoir être rentable, de pouvoir vivre sereinement. Vous savez, les effets d'une tentative de vol, c'est pas seulement que vous allez perdre du temps à aller déposer plainte et que ça ne servi à rien. C'est que vous redoutez chaque nuit que quelqu'un vienne chez vous et emploie des méthodes encore plus radicales pour s'emparer de vos biens. Et dans ce cas-là, peut-être que maintenant cet agriculteur redoute que les gens reviennent pour se venger. Vous voyez, c'est une spirale infernale dans laquelle vous êtes projeté et la justice ne vous aide pas. La police met trop de temps à arriver. Parfois, ils font bien leur travail, ils attrapent les gens qui sont mis en cause, mais ensuite la justice, il n'y a pas de conséquences. Donc en fait, vous vous retrouvez seul à devoir gérer un problème qui normalement est géré au niveau régalien. Et après, ça se termine dans des histoires comme ça, d'autodéfense, où en fait c'est vous qui êtes accusé. Donc là, en plus, vous avez le stress des agressions, les vols, donc vous perdez, je sais pas moi, 100 litres de fuel, c'est chiant, il faut les remplacer. L'assurance elle marche pas parce que vous avez été trop cambriolé. Et ensuite, en plus de ça, vous devez gérer un acharnement judiciaire contre vous parce que vous êtes considéré comme le suspect. Donc s'il vous plaît, prenez bien cette insécurité en compte dans les campagnes actuellement. C'est pas des histoires imaginaires. Et dites-vous bien que si vous vous faites prendre pour cible, ça sera pas par rapport à qui vous êtes. Ça sera parce que vous avez des biens qui traînent chez vous qui ont de la valeur. Donc vous aurez beau penser tout ce que vous voulez, vous aurez beau défendre qui vous voulez, vous aurez beau donner votre argent à n'importe quelle association, à la fin de la journée, vous avez autant de probabilités d'être attaqué que n'importe quelle autre personne. Donc vos convictions ne vous serviront pas dans votre défense. Voilà. J'ajoute aussi que quand vous vivez en famille et que, par exemple, vous allez aller travailler la journée, donc vous partez à 7h, vous revenez à 18h à cause du temps de transport, ça peut être assez inquiétant de devoir laisser votre famille, composée de votre femme et de vos enfants, dans une ferme exposée, isolée, en tout cas en partie isolée, toute la journée. Notamment quand les gens sont dehors, ils vaquent à leurs occupations. Donc quand on met en relation ce niveau d'insécurité et le fait que vous allez devoir laisser votre famille toute la journée, seule, dans votre grande propriété, ça peut aussi vous faire poser des questions. Est-ce que vous allez vraiment être serein le fait de devoir laisser votre famille seule? Pensez-y parce qu'il suffit que vous soyez simplement la victime d'un seul cambriolage ou de visite non voulue pour que chaque jour vous y pensiez, et même la nuit. Qu'est-ce qui se passait si 3 personnes comme ça commençaient à rôder autour de chez vous? Une maison isolée, voilà, c'est pas un appartement, hein. On a des voisins partout, il suffit de crier ou de taper sur une casserole pour que les gens s'alertent. Non, là, vous aurez beau faire autant de bruit que vous voulez, si vos voisins sont à 50, même 100 mètres, ils vont pas forcément vous entendre. Donc vous allez être tout seul. Voilà, donc pensez bien à cela.
Bref, donc désolé pour cette négativité, mais voilà, il faut prendre tous les aspects en considération. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre sur votre rêve de ferme autonome. Il faut aussi prendre en considération les points négatifs pour évidemment essayer de les mitiger, de les diminuer. Voilà, alors j'en ai terminé pour l'exposition des 5 arguments principaux. Si je devais résumer ces points-là, en gros, c'est rechercher l'autonomie sur trop de points peut mener au surmenage. Et donc, vous allez être spécialiste en rien. Et ça peut être un handicap par rapport à la société actuelle, par rapport au mode de survie et de fonctionnement de la société actuelle. D'ailleurs, j'en profite pour faire remarquer que quand je vois des projets d'autonomie alimentaire et énergétique, donc des fermes autonomes, des micro-fermes, ce ne sont jamais des familles, par exemple de quarantenaires avec des enfants. C'est toujours soit des gens qui sont célibataires, donc qui peuvent endurer des conditions de vie très basiques, soit des gens qui sont des jeunes couples, pareil, pas d'engagement, pas de responsabilité. C'est parfois des rentiers, soit parce qu'ils ont acquis une fortune, soit parce que ce sont des retraités. Donc forcément, quand vous avez toute la journée devant vous pour vous occuper de votre exploitation, c'est plus facile que quand vous devez gérer à côté un métier à plein temps. Et quand on voit des projets qui fonctionnent, il y a toujours une part de revenus pour les exploitants de la ferme qui est faite sous forme de formation, par exemple. On vend des formations en permaculture. Ou alors on vend de la location, l'espace, ou un espace en particulier, on le vend. Donc ces sources de revenus-là, vous n'allez pas vous les avoir. Les gens lambda ne vont pas pouvoir faire chacun une formation en permaculture. Est-ce que vous allez être rentable simplement avec votre ferme toute seule, ou votre ferme plus votre travail si vous arrivez à concilier les deux? C'est une question que je me pose, et moi j'aimerais voir plus d'exemples en fait de gens qui sont vraiment des familles intégrées, je vous dis entre 30, 40, 50 ans, et les voir vivre au jour le jour, comment ça se passe pour l'élevage des animaux, les plantations, etc. Tout ça sur un espace très grand de plusieurs hectares. Je serais vraiment curieux de voir des exemples réels de gens qui arrivent à faire fonctionner cela sur plusieurs années. Alors vous allez me dire, c'est quoi ta solution? C'est bien beau de critiquer un concept qui est en vogue, mais qu'est-ce que tu préconises? Par quoi tu remplaces cette solution? Alors, à force d'y réfléchir, je suis arrivé à la conclusion que le mieux, le plus sécurisé, en termes de localisation, c'était d'avoir 2 endroits. Donc un endroit plutôt connecté à la ville, en appartement, parce que d'un point de vue financier c'est plus réaliste, et un endroit à la nature, sur un terrain limité, un petit terrain de 600, 700, 800 mètres carrés, qui ne va pas être trop compliqué à entretenir, et qu'on appelle sous l'appellation dacha. Donc la stratégie appartement dacha. Vous allez avoir 2 localisations, une spécialisée on va dire dans l'aspect humain et l'autre spécialisée dans l'aspect naturel. De cette manière-là, vous allez réduire les risques, et vous allez en tout cas étaler les risques, les répartir. Vous allez avoir 2 possibilités. Et vous n'allez pas être surmené dans votre grande ferme agricole. Vous allez pouvoir garder votre spécialité en ville. Et selon le contexte économique, vous allez pouvoir orienter votre énergie sur l'aspect résilience naturelle, récolte, agriculture, ou alors l'aspect ville. Parce qu'il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas d'effondrement. Et que la situation actuelle qu'on connaît perdure encore pendant 20 ans. Donc si jamais le vrai effondrement arrive dans 20 ans, quelque part, il faudrait se préparer dans 15 ans. C'est peut-être un peu trop tôt pour faire un investissement massif dans un moyen de production autonome. Donc c'est pour ça que la stratégie appartement d'achat, pour moi, est vraiment un compromis idéal. Et d'ailleurs, c'est ce qui est pratiqué par des millions de personnes, notamment en Russie, qui donc est un pays qui a vécu un vrai effondrement dans les années 90 et qui a vécu des vraies répressions sous le communisme. Donc si ces gens continuent à entretenir leur dacha, continuent à y voir un intérêt, c'est que quelque part ils ont compris que ça leur a peut-être sauvé la vie, ce type d'organisation. Mais j'ai fait une vidéo bien spécialisée sur le concept appartement dacha que je vous invite à aller voir. C'est pas l'objet ici de développer encore une fois le concept. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
que les arguments que j'ai apportés vous aideront à affiner votre projet de localisation rurale, que vous anticiperez des points auxquels peut-être vous n'avez pas pensé, ce qui fait que vous allez augmenter les chances de réussite de votre projet. Si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des témoignages à apporter, n'hésitez pas, que ce soit des réussites ou des échecs. Hein. On apprend des échecs, de nos échecs et des échecs des autres. Donc n'hésitez pas à partager ça sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.